Bonjour Robert Garribobo. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'ENSAE et chercheur au Centre de recherche en économie et statistique de cette grande école d'ingénieurs. Est-ce que les diplômes français se dévalorisent? C'est la question que vous traitez dans un article de la revue Commentaire que vous avez co-signé avec Damiano Argan. Et vous avez comparé pour cela le devenir professionnel des diplômés du supérieur de la période 92-95 avec ceux des années 2010-2013. Alors, entre ces deux périodes, peut-on dire que les diplômes se dévalorisent sur le marché du travail? Alors, on peut le dire pour certains de ces diplômes, mais pas pour tous. Donc, la situation est contrastée, en particulier pour tous les diplômes qui sont d'un niveau inférieur au baccalauréat. On peut dire les diplômes de CAP ou de brevet professionnel, le bac professionnel. On n'observe pas de dévalorisation. C'est le contraire, ils se revalorisent. Au contraire, ils se sont plutôt bien tenus dans ces dernières années en termes de pouvoir d'achat. Et en moyenne, en revanche, ce sont les diplômes de l'université, au-dessus du baccalauréat et au-dessus du niveau BTS, DUT, qui se sont dévalorisés. Les diplômes classiques de l'université, la licence, le master 1, master 2. Et puis, curieusement, aussi, les écoles d'ingénieurs semblent avoir subi une certaine dévalorisation. Alors, de l'ordre de 10%. De l'ordre de 10%. Ouais. Alors, à nouveau, c'est une estimation qui varie suivant le sexe, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est quelquefois 8%, quelquefois 12%. Mais en gros, les diplômes classiques universitaires, licence, master, ont subi une dévalorisation d'à peu près 10%. Quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus. Voilà. Vous évoquiez aussi les écoles d'ingénieurs, donc ces diplômes universitaires. Quel est votre échantillon, en fait? Est-ce que tout le monde est concerné par ces chiffres? Et effectivement, donc, pour faire cette mesure, nous sommes appuyés sur les données du CEREC. C'est un organisme public qui existe depuis 20 ans, qui fait un travail tout à fait remarquable d'enquête auprès de cohortes sortantes du système éducatif. Et comme ils ont commencé en 1992, donc on a les débuts de carrière à 3-5 ans, des gros échantillons de 30 000 personnes à peu près, depuis 92, tous les 5 ans, à peu près. Hein. C'est ce qui permet de faire ce travail. Maintenant, il y a différentes manières de faire ce calcul. Et effectivement, nous sommes intéressés aux 3 premières années de carrière de gens qui ont eu un emploi à temps plein. Donc ce qu'on observe, c'est vraiment le salaire de gens qui travaillent à temps plein. C'est important de le dire. Oui, hein. parce que cette dévalorisation de 10%, elle peut paraître modérée, mais enfin, elle n'est quand même pas un bon signe. On peut le dire, même sur 20 ans, ça fait à peu près un demi% en moyenne de baisse. Du pouvoir d'achat réel. Alors, ce sont des salaires réels, donc on corrige de l'inflation en utilisant l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? C'est que les diplômes avant le bac se sont plutôt revalorisés, les autres ont perdu du pouvoir d'achat. Et finalement, même à l'intérieur des catégories de diplômes, vous l'expliquez dans votre article, par exemple, les ingénieurs sont de plus en plus payés de la même façon. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de, pendant 10 ans, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais de rapprochement des salaires de sortie? Alors, il y a une partie de l'explication qui ne semble pas mystérieuse, qui est la hausse du SMIC. Donc, d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire, sans trop grand risque de se tromper, que la hiérarchie des salaires s'écrase sur le SMIC. Donc, ce qui a aidé les diplômes les diplômes d'ouvriers qualifiés, les CAP, BAP, les bacs pro, tout ça, c'est la hausse du SMIC, mais on peut dire que par rapport au SMIC, leur rémunération, relativement au SMIC, n'a pas... Ils ont été rattrapés. Voilà. Donc, en fait... certes, ils n'ont pas perdu de pouvoir d'achat en 20 ans, ils en ont gagné un peu, de l'ordre de 7 ou 8%, mais en réalité, ils ont perdu par rapport au SMIC. Donc il y a tassement par le bas, à cause de la remontée du SMIC, qui lui a beaucoup augmenté en valeur réelle, dans la période. En revanche, pour ce qui est du tassement par le haut, c'est un phénomène qui est également réel, mais qui est plus délicat à interpréter. Voilà. Là, vous faites beaucoup d'hypothèses. En fait, il y a plusieurs pistes, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs pistes. Et puis, il y a ce qui concerne la moyenne et la dispersion. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on regarde, c'est les moyennes, mais dans l'article, et dans la version longue et la version courte de l'article,
nous avons, parce qu'il y a deux versions, il y en a une qui est beaucoup plus détaillée, mais beaucoup plus technique. On regarde aussi, on essaye d'expliquer comment a évolué la dispersion, car tous les diplômés d'une même catégorie n'ont pas le même salaire. Il y en a qui sont mieux payés que d'autres, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a non seulement une baisse de la moyenne, mais aussi, comme vous l'avez dit, un resserrement de la dispersion. Donc ils sont, par exemple, chez les diplômes d'ingénieurs, dans les diplômes des écoles d'ingénieurs, il y a ce type de resserrement qui est plus difficile à expliquer. Mais on peut quand même avancer plusieurs hypothèses. Alors, l'une d'entre elles, simplement l'offre et la demande. Il se peut que la croissance du nombre de diplômés ait été trop forte par rapport à la croissance du nombre de places et de l'économie et par rapport à l'évolution de la technologie. Il se peut de ce fait qu'il y ait eu certaines formes de déclassement. Alors, c'est des choses qui ont été étudiées par les statisticiens du CEREC, mais donc c'est difficile à définir ce que c'est que le déclassement. Parce qu'on peut avoir une place... il se peut que des nomenclatures d'emploi traditionnelles ne correspondent plus exactement à ce qu'elles étaient auparavant et que des gens plus diplômés et plus qualifiés occupent des emplois dans des nomenclatures qui sont plus faibles. Dans ce cas, c'est difficile d'interpréter ce qui se passe. En réalité, c'est assez complexe. Donc il faut être prudent. Donc il peut y avoir un phénomène d'offre et de demande, il peut y avoir un phénomène de baisse de la qualité des diplômés, parce que le fait qu'il y en ait un plus grand nombre, qu'il y ait une espèce de massification du nombre de massification de l'université, a pu conduire à ce qu'il y ait une moindre sélection, à ce qu'il y ait des diplômes de moindre valeur ou de moindre qualité. Donc, c'est sans doute pas de manière générale le cas, mais il se peut que ça soit le cas pour un certain nombre, et donc ça sera reflété par la moyenne, si vous voulez. Donc, il est difficile, en fait, de trancher entre ces hypothèses, et il est possible que ce soit un cocktail mélangeant un problème de croissance trop rapide du nombre de diplômés, un problème de baisse de la qualité de certains diplômés, et il reste le phénomène mystérieux de la baisse de la dispersion, et qui... alors il y a des théories économiques un peu sophistiquées qui expliqueraient ça, mais bon, on ne sait pas très bien si... ça reste de la théorie pure. Donc on comprend très bien, par exemple, que pendant les périodes de crise, des bonnes opportunités puissent disparaître, ou que des emplois qui avaient des bons salaires soient fermés en premier. Donc les postes bien payés, sympas et intéressants pour les diplômés disparaîtraient plus vite que les autres pendant les périodes de crise. Or, les deux périodes que nous comparons sont deux périodes qui sont mauvaises du point de vue de l'emploi. Ce sont deux périodes de croissance faible, de chômage élevé, à 20 ans d'intervalle. Alors il se peut aussi, on doit être prudent, que comme la conjoncture n'est jamais deux fois la même, il se peut que la conjoncture de 92 à 95, qui n'était pas bonne pour l'emploi des jeunes, n'était pas tout à fait la même que celle de 2011, 2012, 2013, si vous voulez, qui, elle, était, on sait, c'était des années où Hollande espérait voir se retourner la courbe du chômage. C'est des années qui étaient terribles du point de vue de l'emploi. Il se peut que le marché était particulièrement mauvais. Mais je pense tout de même que ce n'est pas uniquement conjoncturel ce que nous observons. Il peut y avoir des changements, en fait, dans le fonctionnement des débuts de carrière, les pratiques des entreprises. La façon de recruter qui serait différente. La façon de recruter, exactement. Et donc on ne fait plus de promesses à l'entrée. En gros, tout le monde a un peu le même salaire. Mais après, on verra dans le déroulement de carrière ceux qui pourront monter plus vite que d'autres, finalement. C'est ça Oui, alors une hypothèse, c'est que les gens ont du mal à se signaler. Donc, paradoxalement, le diplôme ne signifie pas... De moins en moins de choses. Signifie moins de choses peut-être. C'est une hypothèse, il faut rester prudent. Mais ça peut donc ça serait parfaitement cohérent que les gens soient payés une valeur moyenne, et puis qu'ensuite, c'est seulement dans les premières années de carrière qu'ils se différencient. Donc pour comprendre ce qui se passe, il faudrait observer comment, en réalité, l'inégalité entre les salariés ayant le même diplôme se développe au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est qu'il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres. Mais il se peut qu'on le voit maintenant plus tard qu'au début. D'accord. Qu'auparavant, on le voyait dès le début, et maintenant... Mais je dois rester prudent là-dessus, ce n'est qu'une hypothèse de recherche pour l'instant. Est-ce que l'hypothèse de recherche que la massification est allée trop vite et qu'il n'y a pas les emplois en face correspondants conduit à dire qu'il faut arrêter la massification des études ou la ralentir fortement, je veux dire? Il y a les emplois correspondants, mais au prix d'une certaine forme de déclassement, peut-être. Voilà.
Et donc, alors est-ce qu'il faut l'arrêter? Je pense que c'est difficile, parce qu'il y a des demandes, il y a certains besoins. Mais moi, je suis un universitaire, et ce que je crains, c'est que l'université soit laminée dans ce système, et donc qu'elle soit médiocrisée. Et donc, nous nous permettons d'écrire dans l'article que peut-être faut-il accepter une certaine différenciation, que toutes les universités ne feront pas la même chose partout. Que toutes n'auront pas le même prestige, peut-être, et que les diplômés n'auront peut-être pas la même valeur sur le marché. Et donc, il faut permettre sans doute une certaine différenciation des universités, mais ça me paraît difficile d'arrêter le train d'une certaine massification. L'autre remarque qu'on fait, c'est que massification ne signifie pas démocratisation. Et donc les effectifs ont augmenté beaucoup, hein, mais ça ne veut pas dire que si on regarde par diplôme, par exemple, le pourcentage de fils d'ouvriers et le pourcentage de fils de cadres, eh bien, le pourcentage de fils de cadres, il atteint en moyenne 50% dans les écoles de commerce, alors qu'évidemment, au niveau du CAP, BAP, il est de moins de 10%. Et puis, si on prend le pourcentage de fils d'ouvriers, ça va être exactement le contraire. Donc, si on regarde conditionnellement à la catégorie de diplôme, on voit qu'il n'y a pas... Et ça n'a pas évolué depuis 20 ans. En fait, substantiellement, en substance, ça peut évoluer, quoi. Très peu. Voilà. Très peu. Ce qu'on peut dire en 20 ans, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que les écarts hommes-femmes se sont un petit peu réduits. Donc, les femmes ont gagné un peu de terrain, sont moins discriminées, un peu moins. Tout ça en moyenne. Puis quand je dis 50%... de fils de cadre dans l'école de commerce, ça c'est en moyenne. C'est-à-dire, si on prend HEC, je pense que c'est beaucoup plus en fait. Voilà. Si on prend les écoles les plus prestigieuses, c'est le phénomène. Et là, il s'agit seulement de moyenne. Voilà. Merci beaucoup Robert Guéry-Bobo sur cet éclairage très important sur les questions de société, de démocratisation de l'enseignement supérieur. Merci de m'avoir invité à parler de ma recherche.